Il faut quand même pas dramatiser la situation à ce point-là. Il n'est pas capable de venir à bout de l'Ukraine. Encore toi, et demande, le monsieur s'il n'a rien à faire de ses journées, c'est même quoi, écris même un livre, fais quelque chose. Tu vas passer le reste de ta vie à faire la propagande sur les chaînes de télé, c'est même comment? Car nous sommes confrontés à une situation qui pourrait bien ressembler à une transition vers la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que toi tu mènes ta guerre là-bas de ton côté, après tu parles de guerre mondiale. Quand tu dis nous là, nous avec qui? On est mélangé là-dedans. Monsieur, calme-toi, calme tes ardeurs. Eux seuls paniquent parce que eux ont provoqué, mais maintenant ils inversent les tendances. Ils essaient de présenter la situation comme si c'était la Russie qui se lève, envoie des avions dans l'espace de l'OTAN, rappelle ces avions-là pour dire on va tester. Non, ce sont eux, les gars au départ, qui dérangent. Parce que leur objectif dans tout ça, c'est de pousser la Russie à une sorte de faute ou à une sorte d'attaque. Le truc, c'est qu'ils vont te dire oui, on a sanctionné la Russie, elle n'est pas censée faire le commerce. Sur quelle sanction? Sanction illégale, sanctionner qui? La Russie est votre enfant. C'est important de rappeler que Zelensky n'est qu'un exécutant. C'est-à-dire son travail, c'est de dire, de répéter le script qu'on lui a donné. Donc n'inverse pas la logique, n'inverse pas la compréhension du sujet. Ce n'est pas les dirigeants occidentaux qui commencent à avoir la même rhétorique que Zelensky. Zelensky, depuis le début, s'est contenté d'avoir la rhétorique du script qu'on lui a donné. Point à la ligne. Donc, il déclenche les guerres sur la vie des gens. Il déclenche les guerres pour tester les articles de leurs organisations. Il déclenche les guerres sans raison apparente, vraiment. C'est juste comme ça. Un peu comme tu dis, ok, je vais faire une test de connexion Internet parce que je ne sais pas si j'ai le même débit que j'ai payé. Donc, on va un peu tester le débit de ma connexion Internet. Voilà. Mais eux, ils font ça à l'échelle des vies humaines. On va un peu tester une guerre comme ça et on voit ce que ça donne. Contre une puissance nucléaire et après, ce sont eux qui pleurent. Je note une rhétorique qui est plutôt intéressante, c'est-à-dire une rhétorique qu'ils ont l'habitude d'utiliser chez nous. Mais au-delà de ça, c'est une vérité. Protéger les minorités. Combien de fois ils ont déclenché des guerres, des conflits en Afrique sous prétexte de protéger les minorités? La Libye de 2011. Le prétexte officiel, c'était protéger les Benghazi, non? Parce qu'ils étaient soi-disant menacés de massacre. Au Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont littéralement parlé du devoir de protéger. Ils ont le devoir de protéger. Des articles de ce genre à l'appel qui servent uniquement les intérêts des Occidentaux. On ne les a jamais vus aller protéger les minorités à Gaza, protéger les minorités au Congo, protéger les minorités au Soudan, non. Pas quand ça ne sert pas leurs intérêts. Non. Ils manipulent la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie pour atteindre leur objectif d'affaiblir constamment la Fédération de Russie et tous ses amis et alliés, y compris la Biélorussie. Ce ne sont pas des politiciens indépendants, ce sont des marionnettes. Mais nous pensons que la promesse d'assistance de l'OTAN doit être mise à l'épreuve. Il y a des gens à Moscou qui ne pensent plus que l'article 5 de l'OTAN fonctionne et ils adoreraient le tester. Sur le sol de l'Europe précisément, il faut lire les déclarations de Volodymyr Zelensky qui pour la première fois dans ces termes parle du risque de Troisième Guerre mondiale. Nous ne devons pas attendre de voir combien de temps les Ukrainiens peuvent résister. Personne ne doit rester les bras croisés, car nous sommes confrontés à une situation qui pourrait bien ressembler à une transition vers la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que toi, tu mènes ta guerre là-bas de ton côté, après tu parles de guerre mondiale. Quand tu dis nous là, nous avec qui? On est mélangé là-dedans. Monsieur, calme-toi, calme tes ardeurs. Je ne sais pas, comme tu as trop marché avec les Occidentaux, tu as pris leurs mauvaises habitudes, c'est-à-dire d'impliquer le monde entier dans leurs problèmes personnels. Non, monsieur. Quand tu dis personne n'a le droit de rester les bras croisés, car nous sommes confrontés à une situation qui pourrait bien ressembler à une guerre de transition vers la Troisième Guerre mondiale. Le nous, là, c'est qui? Mais le monde est grand, hein? Le monde, ce n'est pas les 2-3 amis qui te sifflotent à l'oreille de continuer la guerre, hein, Zelensky. Le monde est immense. Et dans le nous, là, on n'est pas compris là-dedans. Hein? C'est pas de qui tu parles en disant nous. Les Chinois? Qui? Nous, là, c'est qui? J'aimerais bien savoir. C'est-à-dire, le gars, déjà, les ardeurs, c'est terrible. Hein? Et bien évidemment, il y a les soldats de plateau, les grands guerriers de chaises climatisées qui vont venir essayer d'étayer ce qu'ils sont en train de raconter. Le titre, c'est quoi? Troisième Guerre mondiale. Comment Poutine se prépare? Ce n'est pas plutôt vous qui vous préparez une Troisième Guerre mondiale, c'est Poutine. En tout cas, continuons. Première fois qu'en ces termes, le président ukrainien parle d'un danger de dérive vers la guerre, et on va voir que les Allemands sont en train d'en parler. Ça fait écho à tous les exercices qui ont lieu en Baltique où toujours... Je me rends compte que dans leur guerre tribale, ce sont toujours les mêmes protagonistes, hein. Les mêmes déclencheurs, la même façon de fonctionner, exactement la même chose. Petite pause. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous. Je publie quotidiennement des vidéos qui varient. Actualité, géopolitique, histoire, interview, react et analyse. Dans certaines vidéos, on rigole. Dans d'autres, le ton est beaucoup plus sérieux, mais on apprend tout
toujours quelque chose. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer des sujets qui vous intéressent. Aussi, pour ceux qui veulent du contenu supplémentaire ou encore soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. Il y a 2 forfaits, celui de 2,99 € et celui qui coûte moins de 10 €. À cette participation, vous avez droit à des vidéos hebdomadaires et à l'accès au groupe Telegram où on échange. Groupe où je partage également des informations qui ne peuvent être publiées. Dans le groupe Telegram, il y a plus de 200 vidéos qui n'existent pas sur la chaîne et nulle part ailleurs et qui traitent de sujets divers et variés, toujours pour en apprendre plus. Voilà, c'est dit, revenons au sujet. Toujours plus, les forces de l'OTAN et les forces russes sont en train de s'affronter directement. L'usage de ces mots, Guillaume Roquette, est très important ici. Oui, parce qu'effectivement, il y a une dramatisation. C'est un ressort assez classique de Volodymyr Zelensky consistant à dire ce n'est pas notre guerre, c'est aussi la guerre des Européens parce que vous êtes menacés. Mais là, je dirais que c'est de plus en plus explicite. Il y a cette idée, ou en tout cas cette conviction chez Zelensky qu'il peut encore mobiliser, si ce n'est les Américains, en tout cas les Européens à ses côtés. Et c'est vrai qu'il y a un écho, parce que quand on voit tous les efforts de remilitarisation de l'OTAN, quand on voit les exercices qui se multiplient dans les pays baltes et dans l'Est de l'Europe, on se dit que les états-majors occidentaux ne sont pas loin de partager son point de vue. Écoutez. C'est parce que ce sont les états-majors qui lui demandent d'avoir ce point de vue-là. C'est important de rappeler que Zelensky n'est qu'un exécutant. C'est-à-dire son travail, c'est de dire, de répéter le script qu'on lui a donné. Donc, n'inverse pas la logique, n'inverse pas la compréhension du sujet, Guillaume Roquette. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine, n'inverse pas la logique. Ce n'est pas les dirigeants occidentaux qui commencent à avoir la même rhétorique que Zelensky. Zelensky, depuis le début, s'est contenté d'avoir la rhétorique du script qu'on lui a donné. Point à la ligne. C'est dans ce sens-là que ça marche. Voilà. T'es le chef des renseignements allemands. Allons-nous vers un affrontement militaire? Il n'y a pas seulement Volodymyr Zelensky qui le dit. Le chef du renseignement allemand, Bruno Kahl, est en train de décrire ce qui pourrait se passer dans les pays baltes. Et effectivement, ce serait une dérive très grave vers la guerre générale. Nous disposons de renseignements que l'Ukraine n'est qu'à une étape sur la voie de l'Ouest. Cela ne signifie pas que nous nous attendons à ce que de grandes armées de chars circulent d'Est en Ouest. Ce n'est pas ce que nous voyons, mais nous pensons que la promesse d'assistance de l'OTAN doit être mise à l'épreuve. Il y a des gens à Moscou qui ne pensent plus que l'article 5 de l'OTAN fonctionne, et ils adoreraient le tester. Pour cela, il suffit d'envoyer de petits hommes verts en Estonie pour protéger les minorités russes prétendument opprimées. C'est le test qui sera réalisé pour l'Alliance, nous devons en être conscients. L'article 5 de l'OTAN dit quoi? Je pense que c'est l'article sur la défense, non? Laissez-moi vérifier ça. Effectivement, l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, pierre angulaire de l'OTAN, stipule qu'une attaque armée contre un État membre est considérée comme une attaque contre tous les États membres. Ça veut dire que là, le monsieur vient de dire au calme que voilà, comme ils n'ont jamais eu réellement besoin d'utiliser cet article, ils veulent un peu tester, parce qu'ils ne savent pas si c'est fonctionnel ou pas. Donc, faisons une petite guerre juste pour voir ce que ça donne. Est-ce que le désordre et les morts qui vont être causés là, ce sera suffisant pour nous convaincre que voilà, non, ça existe encore, ça va. Donc, ils déclenchent les guerres sur la vie des gens. Ils déclenchent les guerres pour tester les articles de leurs organisations. Ils déclenchent les guerres sans raison apparente, vraiment. C'est juste comme ça, un peu comme tu dis, ok, je vais faire une test de connexion Internet parce que je ne sais pas si j'ai le même débit que j'ai payé. Donc, on va un peu tester le débit de ma connexion Internet, voilà. Mais eux, ils font ça à l'échelle des vies humaines. On va un peu tester une guerre comme ça et on voit ce que ça donne. Contre une puissance nucléaire et après, ce sont eux qui pleurent pour l'imminence d'une troisième guerre tribale en Europe. Vous voyez comment ces gars sont bizarres? Et ils osent dire dans leur titre que c'est Poutine qui se prépare, alors que ce sont eux qui sont en train de s'y préparer, qui sont en train de l'engendrer, de la générer, de l'alimenter et de la pousser à son terme. Mais c'est Poutine qui se prépare. Il est tranquille, hein? On ne croit plus que ça fonctionne, que l'article 5 là fonctionne. Donc, comme on n'y croit pas, on va un peu envoyer quelques soldats là-bas, tester, voir comme ça si on les attaque, voir s'il y aurait une réponse globale. Voilà, c'est important. C'est important de déclencher des guerres pour rien contre une puissance nucléaire. Alors, laissez-moi vous dire que malgré tous leurs vœux, leurs souhaits, pourquoi est-ce qu'une attaque frontale de l'OTAN contre la Russie est peu probable? Et il y a plusieurs raisons militaires, politiques, stratégiques et économiques. Je pense qu'on connaît tout le principe de base qui est l'équilibre de la terreur nucléaire. Le facteur principal, avant tout le reste, c'est l'arme nucléaire. Un pays qui possède l'arme nucléaire, il devient un sanctuaire, il devient intouchable. Et c'est la Russie qui détient
le plus grand arsenal nucléaire au monde, avec environ 5800 ogives nucléaires. Ils ont assez pour raser tous les pays ennemis. Ils ont largement de quoi faire. Donc, une guerre frontale de l'OTAN contre la Russie va mettre Moscou au pied du mur, obligé de recourir à son arme nucléaire, et ce sera d'autant plus obligé en cas de défaite. Donc la situation sera encore pire. Et maintenant, l'OTAN, qui possède également des armes nucléaires par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, ils ne peuvent pas prendre le risque d'un échange nucléaire parce que ce sera game over pour eux tous. Plus pour eux d'ailleurs que la Russie. Parce que la Russie, c'est un gigantesque territoire. La Russie pourra s'en remettre, mais je ne pense pas que les Occidentaux pourront. Donc, après le premier élément, qui est d'abord la dissuasion nucléaire, il y a maintenant les autres, parmi lesquels le coût militaire et l'incertitude stratégique. La Russie n'est pas qu'une puissance militaire, non. La Russie n'est pas qu'une puissance militaire redoutable, non. La Russie, c'est la puissance militaire par excellence. C'est-à-dire, quand on parle de militaire, c'est la Russie d'abord. Ils ont une grande expérience de guerre très longue, des climats extrêmes et d'une logistique de guerre totale. Eux, ils possèdent ça. Je vous dis que c'est le pays de référence en termes militaires. Ils ont tout. Les guerres longues, les guerres extrêmes, l'environnement extrême et une logistique de guerre totale. C'est-à-dire, quand tout est en guerre, comme on parle souvent de se mettre en économie de guerre, voilà. Quand eux, ils se mettent en hibernation de guerre, c'est comme ça qu'on va appeler ça. Ils ont la logistique pour ça. Les autres pays ne l'ont pas, surtout pas les pays occidentaux. Au-delà de ça, je parlais de la taille de la Russie. Ils ont ce qu'on appelle la profondeur stratégique. Le territoire russe est immense, ce qui rend les invasions extrêmement difficiles. Non seulement le territoire est immense, mais l'environnement est encore très rude. Ils ont également une très forte capacité de mobilisation en cas d'agression étrangère. Et même affaiblie, même particulièrement touchée, la Russie est capable d'infliger de très graves pertes aux armées de l'OTAN. De très graves pertes. Donc, à tous les niveaux, ce calcul n'est pas pertinent pour l'OTAN. Et maintenant, n'oublions pas l'état actuel de l'OTAN, ils sont extrêmement divisés. Il y a chacun qui gère ses intérêts et leurs intérêts sont souvent divergents. La Hongrie, la Turquie et la Slovaquie, par exemple, ne veulent pas faire partie de ces choses-là. On écoutait Viktor Orban l'autre jour. Pour une guerre, ils n'ont pas non plus de consensus populaire ou encore parlementaire. Zéro. Et il y a maintenant leur chef, les États-Unis, qui veut éviter à tout prix une confrontation militaire directe contre un pays qui a la bombe nucléaire. Donc non. Et maintenant, il y a un truc qu'on ne doit pas oublier. Les Américains, ce sont des capitalistes. Ils font des choses pour l'argent. Le truc est qu'en cas de guerre de la Russie contre l'OTAN, c'est pour ça que c'est important de débunker ces individus, il y aura une chute des marchés, l'effondrement de l'énergie en Europe, une inflation massive et une exode massive de civils. C'est-à-dire tout pour créer le désordre, l'instabilité politique, l'instabilité économique et faire en sorte qu'il y ait encore un mélange terrible à gauche, à droite, en haut et en bas. Et ce désordre-là, ils ne veulent pas forcément. Quoique, le piège de Thucydides les a déjà attrapés durant la Seconde Guerre tribale, où ils ont vu l'Allemagne qui montait si vite qu'ils ont eu besoin de créer quelque chose pour rebooter les moteurs. Sauf que là, les conséquences seraient infiniment plus dévastatrices. Et après, on ne va pas se mentir, l'OTAN adore les guerres hybrides. Ils sont d'ailleurs passés experts dans ça. Les guerres de proxy, comme avec l'Ukraine, ils vont faire des soutiens armés, ils vont faire le renseignement, ils vont employer des mercenaires pour faire chuter on les appelle comment, des régimes, etc. Ils vont faire des cyberattaques, ils vont utiliser des sanctions, la guerre informelle, bref. Ils vont utiliser plein de trucs là, ce qu'on appelle les guerres hybrides, donc tout ce qui est en annexe pour pouvoir attaquer, mais pas une attaque frontale, parce qu'ils savent qu'en cas d'attaque frontale, c'est zéro. Il s'agit de la Russie quand même. C'est pas n'importe qui. La Russie les prend tous, les maintient en respect. Que calmez-vous, il n'y a rien. Venez 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, petit, il n'y a rien. Ils vous maîtrisent. C'est pour ça que vous les voyez là, les guerriers climatisés, essayer de propager une idée d'une troisième guerre tribale en Europe. Non, ça ne peut même pas arriver. Regardez la carte, regardons la carte, puisqu'effectivement, c'est dans cette région du monde que, disent les Allemands, dit Volodymyr Zelensky, la troisième guerre mondiale pourrait éclater. Regardez, Königsberg, maintenant c'est Kaliningrad, c'est la petite enclave brune là, hein, en dessous de la Lituanie. C'est votre origine lointaine. Oui, exactement. Mais qui a une ville qui a changé de nom à de multiples reprises dans l'histoire. Expliquons bien le scénario dont viennent de parler les Allemands. Général, expliquez-nous ce que seraient ces petits hommes verts qui entreraient sur le territoire de l'Estonie pour provoquer en quelque sorte l'OTAN. Alors, effectivement, on peut penser qu'il peut y avoir de la provocation quant à la Troisième Guerre mondiale. Pour le moment, tant qu'il est englué en Ukraine, il ne faut quand même pas dramatiser la situation à ce point-là. Il n'est pas capable de venir à bout de l'Ukraine. Il n'est pas en mesure d'envahir. Encore toi,
Encore toi qui fais des déclarations et puis 2 jours plus tard, ça s'avère être l'exact opposé. Tu ne reviens pas sur tes déclarations, mais tu en rajoutes. Encore toi, et demande, le monsieur s'il n'a rien à faire de ses journées, c'est même quoi, écris même un livre, fais quelque chose. Tu vas passer le reste de ta vie à faire la propagande sur les chaînes de télé. C'est même comment? En revanche, effectivement, il peut y avoir des provocations pour tester le dispositif occidental, pour tester la volonté de l'OTAN, de l'article 5. C'est-à-dire que si j'avance un pas de trop, comment vous réagissez? C'est un petit peu ce qu'ils font avec les avions, avec leurs bateaux. Et de plus en plus, ils serrent et ils regardent quelle est la relation. Non, c'est faux. Ce n'est absolument pas ce qu'ils font. Pas du tout. Ils sont simplement en train de répondre à vos provocations. Vous devez savoir que les États baltes, l'Estonie, Lettonie et Lituanie, ont été mandatés par l'OTAN pour embêter la Russie. Surtout les navires russes qui doivent transiter un certain nombre de choses, ça peut être du pétrole ou d'autres marchandises. Ou alors des navires qui vont en Russie. Par exemple, ils ont arrêté des navires chinois qui venaient en Russie par la mer Baltique. Ils ont arrêté un navire du Gabon qui quittait de la Russie pour entrer au Gabon, etc., etc. Donc, ils ont fait plusieurs attaques de ce genre. Et en représailles, parce que la Russie prévient toujours, la Russie ne déclenche jamais les guerres, mais les gagne. C'est leur doctrine. En représailles, donc, la Russie a envoyé des messages clairs, des signaux clairs. Lâchez ces bateaux, laissez-nous tranquilles, nous sommes sur les eaux internationales et vous n'avez pas votre mot à dire, vous n'allez rien faire, vous n'avez rien fait. Mais comme vous êtes constamment en train de vouloir nous embêter, de vouloir faire en sorte que nos navires viennent dans votre espace maritime pour que vous puissiez trouver l'excuse et la marée, c'est-à-dire c'est de la piraterie brute, ce que l'on va faire désormais, c'est envoyer des signaux, c'est-à-dire ils vont envoyer un avion de chasse ou 2 qui vont tourner juste, entrer dans l'espace aérien de l'OTAN et ressortir pour leur dire méfiez-vous, on peut vous atteindre où que vous soyez. Il n'y a pas un endroit sur Terre où nos missiles n'arrivent pas. Donc méfiez-vous. Eux seuls paniquent parce que eux ont provoqué, mais maintenant ils inversent les tendances. Ils essaient de présenter la situation comme si c'était la Russie qui se lève, envoie des avions dans l'espace de l'OTAN, rappelle ces avions-là pour dire on va tester. Non, ce sont eux, les gars au départ, qui dérangent. Parce que leur objectif dans tout ça, c'est de pousser la Russie à une sorte de faute ou à une sorte d'attaque. Le truc, c'est qu'ils vont te dire oui, on a sanctionné la Russie, elle n'est pas censée faire le commerce. Sur quelle sanction? Sanction illégale, sanctionner qui? La Russie est votre enfant. Est-ce que les gars s'entendent même les rhétoriques qu'ils ont dans leur tête? Donc vous pensez qu'il y a un pays qui va se faire sanctionner et puis voilà, ça va marcher parce que bien sûr, vous êtes les parents de tous les autres pays, non? Vous dictez et puis les autres obéissent, vous êtes les chefs de la terre. Et au-delà de ça, on est en train de parler des eaux internationaux. Les pays baltes n'ont aucun droit là-dessus. Les choses sont juste censées naviguer et transiter, point à la ligne. Donc, quand le général de salon climatisé s'y parle de provocation, il omet volontairement de dire qui provoque qui en premier. Pourquoi est-ce que la Russie agit comme elle agit? Pourquoi est-ce qu'ils envoient des avions, des navires et j'en passe pour pouvoir les dissuader? Ça ne sort pas de nulle part. Les Russes ne se lèvent pas un matin et disent tiens, on va brûler du carburant juste pour aller entrer dans l'espace aérien de l'OTAN et ressortir. Non, il y a bien une raison fondamentale qui entraîne ça. Et ça, ils ne le disent pas. Et ils font semblant d'ignorer. Et vous allez voir des gens, mais oui, c'est quand même vrai, la Russie a exagéré ici. Mais racontez intégralement l'histoire. Pas juste la partie qui vous arrange pour pouvoir manipuler l'opinion publique. La réaction occidentale, et ils vont un pas plus loin à chaque fois. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que là, ils décrivent exactement eux. Une fois de plus. Les voilà. Ils se décrivent eux, mais essaient de présenter ça comme ce que tout le monde fait. Ce n'est qu'eux qui le font. Véritablement, la grande menace dans les mois, les années à venir, bien plus que les chars qui déboulent. D'abord, on les verra de très loin. Ensuite, on a une aviation qui est largement supérieure. Et puis ensuite, il faudrait déjà qu'ils viennent à bout de l'Ukraine. Oui, bien sûr. Pour vous, vous êtes supérieur à tout. Vous maîtrisez tout. Vous arrivez à tout faire. Mais on ne voit jamais rien. Ça dit sur papier, ces gars sont invincibles. Mais sur le terrain, tout le monde pleure. Expliquons bien, toujours sur cette carte, Arthur Koenigsberg, le scénario dont parlent les Allemands, c'est ce qui s'est passé en Crimée. On l'a tout au sud du rideau de fer. Nouveau rideau de fer, c'est quand les Russes avaient envoyé les petits hommes verts prendre la Crimée. Et là, ce serait le même scénario, mais tout au nord, en Estonie. Exactement, avec également une similitude dans le prétexte utilisé par la Fédération de Russie après pour justifier à la fois son annexion de la Crimée et son agression du Donbass, c'est-à-dire la prétendue oppression des minorités russophones se situant dans ces 3 pays et qui sont des communautés importantes, instrumentalisées quasiment chaque semaine par le Kremlin depuis des mois, voire des années. La grande différence avec la Crimée qu'il faut noter, c'est par exemple qu'en Estonie,
il y a des soldats français. Je note une rhétorique qui est plutôt intéressante, c'est-à-dire une rhétorique qu'ils ont l'habitude d'utiliser chez nous, mais qu'ils n'aiment pas, visiblement, ils n'apprécient pas du tout le fait que la Russie utilise la même rhétorique. Alors que dans notre cas de figure, c'est complètement un mensonge. Dans leur cas de figure, non seulement ça concerne la Russie, mais au-delà de ça, c'est une vérité. Devinez laquelle? Je pense que c'est facile, je ne vous la donne pas en mille. Protéger les minorités. Combien de fois ils ont déclenché des guerres, des conflits en Afrique sous prétexte de protéger les minorités? La Libye de 2011, le prétexte officiel c'était protéger les Benghazi, non? Parce qu'ils étaient soi-disant menacés de massacre. Au Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont littéralement parlé du devoir de protéger. Ils ont le devoir de protéger. Des articles de ce genre à l'appel qui servent uniquement les intérêts des Occidentaux. On ne les a jamais vus aller protéger les minorités à Gaza, protéger les minorités au Congo, protéger les minorités au Soudan, non. Pas quand ça ne sert pas leurs intérêts. Non. Mais en Libye, il fallait protéger les minorités. Parlant même du Soudan, le prétexte qu'ils ont utilisé dans les années 2000 pour intervenir, c'était quoi? Le génocide contre les populations noires du Darfour, non? Au Rwanda, même chose. Ils ont fini de déclencher le désordre. Et maintenant, ils sont venus en 1994 dire qu'ils le protègent contre le génocide des Hutus par les Tutsis. Au Mali, même chose. Les voilà même qui sont en train de reparler des Peuls. Que voilà, on doit les protéger. Donc, il faut qu'on intervienne militairement. Même chose en Côte d'Ivoire. Il fallait protéger les minorités. Alors que ce sont eux qui ont créé le désordre là. Donc, on remarque ce pattern. À chaque fois que l'Occident veut intervenir, il parle de protéger les minorités des gens. Et dans des pays qui ne les concernent pas, dans des pays là-bas. C'est-à-dire qu'eux, ils se lèvent et s'arrogent le droit et l'initiative de dire oui, on va aller protéger ces gens-là. Quand on leur a demandé quelque chose ou pas, et généralement, on leur a rien demandé et ça se finit très mal. Parce qu'ils ne sont bien évidemment pas là pour les intérêts de qui que ce soit. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Alors là, maintenant, on a la Russie qui dit « Hey, on a des russophones dans vos pays. Vous les torturez, vous les maltraitez. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va intervenir pour les protéger. » Vous les entendez? Les voilà, non? Qui trouvent maintenant ça totalement absurde. Alors que quand eux, ils le font, c'est logique, c'est normal. Ils sont quand même armés de la volonté de civilisation. Mais quand vous, on veut venir aussi vous civiliser, quoi, ça dérange? Ce n'est pas si vrai que ça, finalement. Ou bien, il y a une étape que l'on a ratée dans la logique parce qu'il y a un moment donné ou un autre, le deux poids deux mesures ne peut plus fonctionner. La façon dont vous nous traitez, c'est comme ça qu'on doit vous traiter. C'est la formule de base en politesse. On parle de réciprocité, mais c'est de la politesse. Je te salue si tu me salues. Si tu ne me salues pas, je ne te salue pas. Si tu es sympa, je suis sympa. Si je suis sympa, tu me réponds mal. Ok, ça s'arrête là. Je te répondrai mal à partir de maintenant. C'est la formule de politesse de base. C'est comme ça en société. Réagis comme la personne en face de toi agit. Point à la ligne. Parce que la question qu'on doit tous se poser, c'est n'y a-t-il pas des russophones maltraités dans tous ces pays-là? Estonie, Lettonie, Lituanie et Ukraine. Est-ce qu'il n'y en a pas? C'est tout. Est-ce que la Russie n'a pas sorti suffisamment de preuves sur la maltraitance des russophones en Ukraine, par exemple? Donc, à un moment donné, vous voyez que votre deux poids deux mesures ne peut même pas s'appliquer. Parce que dans un cas de figure, on voit qu'il y a des éléments qui ne font qu'avancer. Et eux, ils s'occupent de leurs ressortissants chez vous. Ils n'ont jamais parlé des ressortissants de chez vous. Mais de votre côté, c'est-à-dire du côté des Occidentaux, ils sont toujours en train de se présenter comme les sauveurs et les garants de la moralité des autres gens. Et quand ils arrivent, à chaque fois, ça se finit extrêmement mal. Et ils n'ont aucune conséquence. Ils rentrent, leurs généraux, leurs soldats qui ont participé à ces carnages, écrivent des livres, ça leur donne de l'argent. Ils passent dans les plateaux télé, ils sont contents. Donc, il y avait ce truc-là. Vraiment, à chaque fois qu'ils doivent faire un truc, voilà, ils parlent de protéger les minorités. Mais quand on fait un truc chez eux sous le même prétexte, les gars bavardent, c'est pas normal. Ils réagissent. Ils parlent de prétendument. Il y a un demi-millier de soldats français stationnés en Estonie dans le cadre des missions de réassurance de l'OTAN et qui sont là justement pour prévenir et empêcher et dissuader la Fédération de Russie de toute intrusion. Et on va entendre quelque chose qui est très intéressant dans un instant, c'est que il y a un certain nombre de russophones dans ces régions qui déjà ce soir sont en train de prendre la parole en disant oui, peut-être qu'on aura besoin d'être aidés, ou en tout cas qu'ils s'en prennent à leurs gouvernements locaux. C'était le même scénario qu'on a utilisé même au début de la guerre avec Finlande en 1939. C'était les communistes qui ont demandé de l'aide à l'Union soviétique. C'est toujours comme ça, l'Afghanistan aussi. Est-ce que c'est une affaire de scénario? C'est une aide réelle qui est demandée, non? Quand tu dis même scénario, c'est comme si ce soit accordé. Alors qu'il y a un qui dit pardon, si vous pouvez venir m'aider, c'est tout.
Si, les soviétiques sont arrivés en disant on nous appelle à l'aide, il faut qu'on aille... On est légiste entre guillemets, Poutine veut avoir aussi les formes, oui. Vous voyez que même là, même jusque là, il y a une meilleure forme de la part des Russes ou de l'Union soviétique à l'époque. Parce qu'au moins ils attendent que les gars disent venez nous aider s'il vous plaît. Alors que les Occidentaux attendent et disent non, on va vous aider. Tu dis non, je ne veux pas ton aide, on va t'aider. Je ne veux pas ton... Il t'a dit qu'on va t'aider, non. Vous voyez que même jusque là, même quand ils veulent présenter ça pour une mise en scène, c'est une meilleure mise en scène que ce qu'on voit chez les Occidentaux. Envahit pas, il sauve. Et il faut savoir d'où viennent ces minorités russophones. C'est au moment de la grande expulsion de la population locale après l'invasion de 1940 et la repopulation de ces contrées avec les soviétiques pour beaucoup les militaires qui ont pris en possession ces terres. Et c'est les descendants qui n'ont pas voulu apprendre la langue, par exemple. À Riga, jusqu'aux dernières années, c'était 60% des populations russophones. C'est presque la majorité. Donc il y a ce enclave qu'on peut toujours bien protégé. Oui, il y a un risque effectivement, en particulier à Narva, qui est une ville très largement russophone, et il pourrait y avoir cette tentation de tester l'OTAN, de savoir si effectivement l'OTAN est prête à intervenir pour le petit territoire de Narva. C'est pas l'entièreté des pays baltes, parce qu'on dit toujours que Poutine veut reconstituer l'Union soviétique. C'est pas l'Union soviétique qu'il cherche à reconstituer, c'est ce qu'il appelle le monde russe. Et les pays baltes ne font pas partie du monde russe. C'est-à-dire, il y a ces populations qui sont russophones, mais sinon, ce n'est pas l'Ukraine et ce n'est pas la Biélorussie. Mais Lavrov parle des pays baltes de façon aussi très menaçante, puisqu'il considère en quelque sorte que c'est là que l'OTAN est en train de les provoquer. Il inverse évidemment l'argument, chacun le présente à sa façon. En ce qui concerne les 3 États baltes, vous savez, une scène de mon enfance m'est venue à l'esprit. Lorsque vous sortez après l'école pour vous promener et que 3 petits voyous accourent vers vous et commencent à vous demander de l'argent, vous refusez et commencez à les faire taire, mais à ce moment même, le gang, les grands voyous qui les dirigent sortent en courant. Mais donc, il y a les techniques d'amarrage partout. Ouais, on appelle ça au pays l'amarrage. Quand on t'a amarré, on envoie d'abord 2 petits là que... Dès que tu dis non, tac, tu te rends compte que tu es encerclé. C'est une vieille technique, elle est classique visiblement. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation très similaire avec ces 3 États baltes et les autres grands pays de l'Europe. Ils manipulent la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie pour atteindre leur objectif d'affaiblir constamment la Fédération de Russie et tous ses amis et alliés, y compris la Biélorussie. Ce ne sont pas des politiciens indépendants, ce sont des marionnettes. Exactement ce que j'expliquais, voilà. Parfait, monsieur Lavrov, parfait. Et il a même mis la bonne image. C'est-à-dire, ils envoient l'Estonie, la Lituanie, bref, les pays baltes, que non, allez les provoquer, allez les provoquer. Que dès qu'ils veulent les toucher, petit frère, vous voulez toucher nos petits. C'est là que les gars sortent derrière maintenant, ils font semblant qu'ils venaient régler une situation, réparer une situation. Et bien évidemment, ils crient à l'injustice. Quand tu as frappé un des petits qu'ils ont envoyé pour t'embêter. Il a même utilisé la très bonne figuration. Non, un pouce bleu pour le monsieur là-bas. Voilà, le scénario de la guerre est en train de s'écrire sous nos yeux. Les Russes qui disent mais c'est la faute des Occidentaux qui manipulent, qui excitent les Baltes. Oui, alors c'est une démonstration, si je puis dire, qui s'appuie sur un début de réalité qui est que les pays baltes font effectivement partie de l'OTAN et de l'Union européenne. Sauf que il y a juste un truc qu'oublie M. Lavrov, c'est que c'est le choix des peuples de ce pays qui, d'abord en 1991, ont décidé... Qu'est-ce que tu racontes? Non, ce n'est pas le choix des peuples de ce pays. C'est le choix des dirigeants de ces pays, dirigeants qui avaient été cooptés par les Occidentaux. Ne ment pas. Bon, il est même déjà en passe de mentir, donc ce que je vais faire, c'est le zapper. C'est vraiment intéressant. Ils ont été occupés, ils ont été déportés, ils ont une histoire évidemment dramatique. Pour eux, ce sont des tout petits pays, très menacés. Et il y a là une espèce de point de fragilité. Menacés par qui? Par la même menace habituelle que vous brandissez chaque fois. La même menace qui vous dit chaque jour qu'il n'est pas une menace, n'agit pas comme une menace, mais vous voyez la menace.
et que tous les jours, quelqu'un est posé tranquille dans son coin, fait son travail dans son coin. Mais chaque jour, c'est vous, les agresseurs, qui venez lui dire non, c'est une menace, c'est une menace, c'est une menace. La preuve, je l'ai agressé, il m'a giflé. Vous voulez qu'on fasse comment? Et aussi, si les pays baltes estiment être de petits pays, bah qu'ils fusionnent, ils deviennent un grand pays, ce n'est pas mieux. Et de l'OTAN. Oui, parce qu'ils ne sont pas partis du monde russe, mais ils étaient intégrés dans l'Empire russe jusqu'en 1917. Hein. C'est la guerre lettonne en 18-19 qui leur a permis d'être indépendants pendant 20 ans. Et en 1939, ils ont remis le couvert. Il faut rappeler que les pays baltes, les pays occidentaux n'ont jamais accepté l'inclusion des pays baltes. Ça n'a jamais été reconnu, les pays baltes dans l'Union soviétique. Mais l'ambassade avait été maintenue, sauf erreur à Paris. L'ambassade à Paris avait été maintenue, théoriquement. Oui, absolument. Enfin, le bâtiment avait été respecté. On n'en était pas à mourir pour eux. Mais il faut voir les pays baltes, c'est un autre problème. C'est la liaison territoriale en Baltique entre Kaliningrad et puis la Russie. C'est-à-dire c'est toute cette façade maritime qu'ils ont perdue en 1991. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont quasiment expulsés de la Baltique. Et sur le plan, avec en plus... Le bon mot qu'il a utilisé, c'est quasiment. Ok, ils n'ont plus l'accès large à la Baltique, comme c'était le cas avant. Certainement, c'est un fait, ça se voit. Mais quasiment ne veut pas dire totalement. Ils ont juste un détour de plusieurs kilomètres à faire, mais globalement, ça va. En bateau, je pense qu'ils ont déjà mesuré les coûts. Ils ne sont pas dans une optique d'être si agacés par cette perte qu'ils veulent récupérer ces zones-là de force, quitte à faire la guerre, non. Parce qu'ils ont déjà trouvé plusieurs autres chemins, tout aussi efficaces. D'ailleurs, un chemin même en mer Baltique qui va, ça va. Globalement, ça va. Donc, je ne sais pas pourquoi, et je le remarque à chaque fois que ce monsieur intervient, mais il a vraiment cette approche de « ils sont jaloux ». En gros, c'est ça. Ils sont jaloux, ils nous envient, ils envient ça, ils envient ce qu'on leur a récupéré là-bas, ils sont fâchés parce qu'on a pris ça. Vraiment, c'est pas la première fois que j'écoute ces interventions, et dans les grandes lignes, ça se résume toujours de la même manière. On leur a pris ça, donc ils veulent se venger, donc ils sont fâchés, donc ils boudent. Non, ça c'est peut-être votre façon à vous de penser, les Occidentaux, mais pas tout le monde. La Russie, ce n'est pas l'URSS. Vraiment, il faut que les gars se mettent ça dans leur crâne. La Russie, ce n'est pas l'URSS. Ce ne sont plus les mêmes réalités. Ce ne sont plus les mêmes enjeux. On peut avoir l'impression que c'est similaire, mais je vous assure que ce n'est plus du tout la même chose. Ça a forcément des points de similitude. Parce que voilà, l'univers le veut, les choses sont ainsi faites. Généralement, les choses se passent au bout de plusieurs cycles. Des cycles. Donc, des cycles quoi, des révolutions. Mais ce n'est plus la même chose, ce ne sont plus les mêmes enjeux immédiats, à long terme ou à moyen terme, non. Donc il arrête de présenter tout comme étant simplement une volonté de vengeance, de colère et j'en passe. La Suède et la Finlande qui étaient neutres et qui ne le sont plus, eh bien les pays baltes aujourd'hui c'est un véritable problème pour eux, pour leur continuité territoriale et pour leur présence en Baltique. Et donc effectivement, ils se verraient bien effectivement retrouver cette partie maritime qui leur manque. Mais alors on parlait d'un bataillon français en Estonie, je crois, c'est ça. Mais rappelons quand même qu'il y a une brigade qui s'installe également en Lituanie. Allemande. 5000 hommes, qui sera complète en 2027. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les troupes de l'OTAN s'installent durablement. Ça veut dire que le jour où ils attaqueront, il faudra passer sur le corps de soldats occidentaux. Et il le dit lui-même, qu'ils sont en train tout seuls de s'installer dans des zones qu'ils envoient attaquer la Russie. Et quand la Russie va répondre, il le dit, ils vont devoir passer sur le corps des soldats de l'OTAN. Ce qui impliquera forcément l'intervention des autres membres de l'OTAN. Mais ce n'est pas eux qui déclenchent les guerres, non. C'est la Russie. C'est la Russie qui se prépare pour une 3e guerre mondiale. Pas du tout eux. Eux, ils n'ont rien fait. Grande inquiétude, expliquez bien les Occidentaux qui ont peur d'être entraînés dans la guerre. Parce que si les Baltes sont attaqués, il faut réagir. Et s'il faut réagir, ça veut dire qu'on entre en guerre avec la Russie. C'est cet enchaînement-là qui fait peur. Hein. Oui, tout à fait, mais c'est aussi une véritable question, parce que, en tout cas, les Américains n'ont certainement pas l'intention d'intervenir, disons, pour Narva, ou sans doute pour l'Estonie ou pour un pays balte, et la question se posera pour les Européens. Il y avait une députée à votre place hier qui disait « on sera embarrassé ». L'adjectif était tout à fait révélateur, parce que qu'est-ce qu'on sera embarrassé ? Non, mais tout à fait. Et la question se posera, et si la question se pose simplement, ça veut dire que l'OTAN a perdu. Et alors, ça veut dire quoi, Sylvie Bermann ? Allez au fond de votre pensée. Vous êtes une ambassadrice très chevronnée. Voilà, prenez les compliments. Il faut toujours prendre les compliments. Ça veut dire qu'on perd notre crédibilité. Si demain les Russes tentent une opération chez les Baltes, est-ce que le courage sera le
point de ralliement de tous les Occidentaux ou est-ce que ce sera plus compliqué? Moi, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué que ça. Et encore une fois, si on laisse passer, l'OTAN perd toute crédibilité. Ou alors, on se dit que l'OTAN intervient si Paris, Berlin est menacé seulement. Et alors, quid des petits pays qui sont entrés aussi dans l'Union européenne et dans l'OTAN pour avoir cette réassurance. La fameuse phrase, hein, on veut pas mourir pour, et puis on peut dire ce qu'on veut, on veut pas mourir pour Danzig, voilà. Danzig, il y avait déjà un on est déjà dans la région. Il y avait déjà un corridor pour Danzig, c'est exact. C'est un peu la même situation dans les années 30. Et certains diront, on veut pas mourir pour Narva, on veut pas mourir pour Vilnius, etc. Et la situation a quand même bien évolué, parce qu'à l'époque, le secrétaire général de l'OTAN, qui était Javier Solana, était allé voir Poutine et l'avait convaincu d'accepter les pays baltes, parce que ça les rassurerait. Et Poutine avait dit à ce moment-là, que les pays baltes entrent dans l'OTAN, c'est pas un problème. En revanche, on sait que pour le... Vous êtes sûr de la conversation là? Vous avez même vu les pays baltes à quel point c'est proche de la Russie. Vous êtes sûr que Poutine lui-même il a dit que ce n'était pas un problème? Je doute. Je doute très fort de cette affirmation, madame. En ce qui concerne l'Ukraine, ça a toujours été un chiffon rouge. On va regarder ces exercices qui ont lieu précisément là, dans la Baltique, dans cette région tellement électrique. C'est l'exercice Baltops 25, exercice maritime multinational conçu pour améliorer la capacité des États-Unis et de l'OTAN avec ces entraînements multinationaux. 16 alliés de l'OTAN, 40 navires, 25 avions, 9000 personnes. Regardez l'image, elle est extrêmement impressionnante. Général. Oui. Et... Oh, c'est bon. Je pense que là, le reste de la vidéo, ce sera pour vous auto-féliciter et vous auto-congratulation. Vous auto-congratuler comme ça, vous auto-vanter d'à quel point vous êtes fort de combattre contre des gens faibles et qu'à chaque fois que vous êtes face à des gens qui ont votre niveau, vous avez la queue entre les jambes. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.